Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anaïs, mais mes amis m'appellent Bibi. Et nous sommes amis, donc vous pouvez m'appeler Bibi. Je sais pas encore comment je vais appeler cette série de vidéos. Je pense que ça aura un titre super long. Cause I'm extra, can't help it, not sorry. Ça fait un moment que j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en ce moment je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est transformation intérieure, spiritualité et santé mentale. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, j'avais fait plein de recherches sur YouTube, cherché plein de ressources de youtubeuses, parce que je suis une femme, du coup, je voulais trouver en fait des ressources qui me parlent, tout simplement. Et j'ai beaucoup trouvé de vidéos, notamment créées par des américaines. Je vous conseille d'ailleurs de checker les chaînes de Emily et Hitomi Michosuki. Et en France, en fait, j'ai été un petit peu frustrée puisque en fait j'ai rien trouvé. Je cherchais en fait des vidéos créées par des youtubeuses noires ou maghrébines ou asiatiques. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais ça c'est un sujet pour une autre fois encore, mais déjà il n'y a pas beaucoup de youtubeuses noires ou asiatiques ou maghrébines. En tout cas, j'en connais très peu. Et après, peut-être que j'ai mal cherché. Donc si vous avez des suggestions, par pitié, mettez-les dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, j'étais un petit peu frustrée et je suis le genre de personne, si je ne trouve pas ce que je cherche, bah, je vais le créer moi-même. Donc cette vidéo est le résultat. Voilà. En fait, pour moi, c'était hyper important déjà d'avoir des ressources, de trouver des ressources créées par des youtubeuses. J'aime pas le mot racisé, mais racisé. Parce que du coup, les paramètres en fait de ma santé mentale, c'est pas les mêmes que les paramètres de la santé mentale d'une personne blanche, tout simplement. Et pareil, les paramètres de ma santé mentale, c'est pas les mêmes qu'une personne qui fait partie de la communauté LGBTQIA+. Et donc en fait, je pense que c'est hyper important que en fonction de son statut, de son orientation sexuelle, de son genre, on puisse trouver des ressources. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais beaucoup parler de la santé mentale au sein de la communauté des descendants d'immigrés, des immigrés, et j'inclus aussi les ultramarins qui vivent en métropole. Parce que pour moi, je trouve qu'il est hyper important que dans nos communautés, on puisse lever le voile, lever le tabou sur ces sujets-là, qu'on puisse être vulnérable de manière hyper sereine et qu'on puisse tout simplement déstigmatiser pour pouvoir avancer nous dans mon communauté, mais aussi nous en tant que société. Après, je partagerai avec vous mon parcours avec la thérapie, pourquoi j'ai commencé une thérapie, comment j'ai fait pour trouver ma psychologue, etc. Et enfin, je partagerai avec vous mes conseils, mes remarques sur si jamais vous voulez vous-même suivre une thérapie, si vous souhaitez vous faire aider, je vous partagerai tout ce que je sais, que ce soit en termes de combien ça coûte une thérapie, quelles sont les alternatives si vous pouvez pas, si vous en avez pas les moyens, à quoi il faut penser avant de commencer une thérapie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas psychologue, je n'ai pas suivi de formation, je ne suis pas une experte, je ne suis pas coach de vie ou coach en spiritualité ou whatever. Je suis juste une personne lambda qui veut juste faire sa part en fait pour aider les autres. Anyway, c'est parti. J'ai monté. Mes bougies sont allumées. Bon, mon thé il est un petit peu froid puisque ça fait 5 fois que je refais cette intro. Donc en cours de route, je pense que j'irai m'en refaire un autre. Mais allons-y. Let's go. Ce que j'avais remarqué, c'est que dans les communautés des enfants d'immigrés ou des immigrés en général, dire qu'on va pas bien mentalement, c'est considéré un petit peu comme même pas un petit peu, mais c'est considéré comme de la faiblesse, et même en règle générale, je trouve que la santé mentale c'est un petit peu mis, pas un petit peu, mais c'est mis au second plan. C'est considéré comme quelque chose
d'insignifiant, de pas essentiel. C'est considéré comme quelque chose, comme un truc de blanc. Combien de fois j'ai entendu des gens dire ouais mais de toute façon vas-y les bails de aller voir un psychologue ou des trucs comme ça, c'est un truc de blanc. Même moi je le pensais. Franchement même moi je le pensais parce que c'est quelque chose qu'on a intériorisé, c'est ouais ça relève du second plan, c'est pas essentiel en fait. À partir du moment où on a un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans l'assiette et des vêtements sur le dos, enfin tout va bien en fait. Je trouve que c'est hyper important qu'on s'éloigne de cette manière de penser, qu'on déconstruise ça pour que dans nos communautés respectives on puisse guérir de nos blessures, de nos traumatismes, parce qu'on en a tous, même si on pense qu'on en a pas, on en a. Qu'en termes de société on puisse avancer en fait. Et ça me fait penser au traumatisme intergénérationnel. C'est intergénérationnel ou traumatisme générationnel? Je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est traumatisme générationnel. Enfin bref. En fait, c'est tout simplement le fait que les traumatismes et les blessures de nos grands-parents, de nos parents, souvent liés à leur environnement. Je veux dire, nos grands-parents, nos parents, ils sont parfois nés pendant la colonisation ou juste après. Ils ont vécu des choses. Et je pense aussi, par exemple, aux ultramarins. Il y a toute l'histoire de l'esclavage que leurs ancêtres ont vécu. Et la théorie, c'est que ça se transmet par l'ADN. Ce qui me paraît pas absolument... Ça me paraît pas fou. Ça me paraît même logique. Et puis en dehors de ça, nos grands-parents, nos parents, ils ont des comportements liés tout simplement à leur histoire en fait, à leur environnement à eux. Ils ont hérité aussi de blessures et de traumatismes de leurs parents et ainsi de suite. Et qu'ils n'ont pas forcément soigné parce que ils ont vécu tellement de choses dures. De génération en génération, ils ont vécu tellement de choses dures. Et donc, en fait, le but pour eux, et je dis pas que c'était le cas de tout le monde, mais je fais un petit peu une généralité, le but en fait c'était de survivre. Donc clairement, mentalement tu vas pas bien en fait, ça relève un petit peu du second plan parce que le but c'est juste de mettre de la nourriture dans ton assiette. D'où c'est hyper important qu'on parle en fait de nos états mentaux, qu'on parle de ce qui va pas pour briser ce cycle en fait. Il faut que ça commence avec quelqu'un et j'ai l'impression que ça commence avec cette génération, la mienne, et celle qui arrive juste après. Et c'est une bonne chose, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. En fait, il faudrait qu'avec nos parents, ou avec nos grands-parents, qu'avec nos familles, on apprenne à être vulnérable, qu'on n'ait pas peur d'être vulnérable. Et c'est hyper dur en fait, c'est hyper dur parce que parfois on a des parents qui sont hyper pudiques. Et je pense que les parents en règle générale sont hyper pudiques, ils ont pas envie d'être vulnérables en face de leurs enfants. Mais je pense que c'est hyper important, c'est nécessaire de forcer ce type de conversation. Je me suis refait un thé parce que l'autre il était froid et je ne bois pas du thé froid. Voilà. Je prends ma petite gorgée. Délicieux. Ça me fait aussi penser à ce... Enfin c'est lié mais à cette manière de se dire que on n'a pas le droit d'être faible. On n'a pas le droit d'être vulnérable, on n'a pas le droit de passer par des périodes de doute. Et franchement, je sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être du fait qu'on ait vécu des choses difficiles, des choses compliquées. Je sais pas, un parcours d'immigration compliqué, un choc culturel. Le fait qu'on vive le racisme au quotidien. Quand t'es une femme, tu vis racisme et sexisme et misogynie en même temps. Enfin bref. Et donc du coup, tu dis que je sais pas, t'as pas le droit d'être faible, t'as pas le droit de flancher et j'ai envie de dire en fait on n'est pas des putains d'Avengers, on n'est pas des Avengers. Et même les Avengers, ils ont leurs moments de doute, ils ont leurs moments où mentalement ils sont pas bien. Je veux dire, on va pas au cinéma pour voir des robots en fait, on va voir des êtres humains, des êtres surhumains mais qui ont quand même une part d'humanité. Je veux dire Thor, il y a tout, je sais plus si c'est tout un film. Mais t'as toute une moitié de film où le gars en fait il est dépressif. Il se nourrit à la bière, il prend plus soin de lui, c'est un état dépressif. Donc si même un demi-dieu il passe par des états dépressifs, je vois pas pourquoi toi ou moi, simple être humain, on n'aurait pas des périodes où on va pas bien, on passerait pas par des états mentaux où en fait on a besoin d'aide. On n'est pas
des Avengers en fait. Et je pense que même moi, en tant que femme noire, je sais pas, j'ai intégré ça en fait. Et il y a des moments où j'allais pas bien, mais je me disais, vas-y, c'est rien, j'ai vécu pire, ou de toute façon, bref, ça va me passer, ou même quand j'allais pas bien, je prenais quand même le temps de soigner les autres, entre guillemets, c'est-à-dire que quand mes potes, elles avaient des problèmes, bah, je les écoutais, alors que moi, j'étais au fond du trou. Et, euh, et je pense que, ouais, au bout d'un moment, en fait, faut s'autoriser à être humain, et peu importe notre histoire familiale, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce que la société nous fait subir, etc. On a le droit d'être humain en fait. Et il faut qu'on se l'autorise, et il faut qu'on s'autorise à être faible, il faut qu'on s'autorise pas à être faible, il faut qu'on s'autorise à être vulnérable. Et je pense que c'est hyper important aussi pour commencer cette étape vers la guérison et juste être plus gentil avec soi-même en fait. Je pense que le fait d'accepter qu'on est humain et qu'on n'est pas invincible, qu'on n'est pas des robots, c'est, en tout cas pour moi, ça a été une première étape pour être plus gentil avec moi, pour avoir plus de compassion envers moi-même et du coup envers les autres. Et ça peut que nous aider à avancer en tant que communauté, dans nos communautés respectives et en tant que société. Moi, j'ai commencé ma thérapie en 2019. Je venais tout juste d'avoir 23 ans quand j'ai pris la décision d'être suivie. À l'époque, j'étais en stage dans une grosse boîte dont je ne dirai pas le nom. Mais c'était une expérience hyper instructive. C'était beaucoup de pression, c'était un rythme hyper soutenu. En fait, il faut vraiment avoir le corps solide dans cette boîte. Et le truc, c'est que, en fait, cette expérience, ça n'a pas été la cause de ma thérapie, mais je pense que c'est ce qui a... Ça a été un petit peu l'étincelle qui a tout fait flamber. J'avais toujours été mal dans ma peau, notamment par rapport à mon apparence. J'avais des comportements alimentaires hyper malsains. Quand je m'ennuyais, je mangeais. Quand il m'arrivait un truc de bien, genre pour me récompenser, je mangeais. Quand j'étais triste, je mangeais. Et je mangeais pas des tomates ou des carottes ou des trucs comme ça. Alors, je mangeais des M&M's, des gâteaux, des trucs comme ça. Et en fait, juste après avoir fini de manger, je me sentais... Je sais pas, je me détestais déjà en règle générale, mais j'avais tendance à me flageller en fait. Et c'était vraiment, putain, t'es une grosse merde, t'es incapable de te discipliner, t'es incapable de retenir de manger. Et après, ce que je faisais, c'est que je me faisais une séance de sport à l'extrême. Et en fait, pendant ma séance, c'était, je dois faire tel nombre de calories, sinon c'est la merde, je suis une grosse merde. Ou à la fin de cette séance, je ne dois pas tenir debout, en fait. Et je sais pas si c'est de la boulimie, je sais pas si on peut assimiler ça à de la boulimie, mais je pense que c'est un comportement boulimique en tout cas. Je sais pas si vous voyez la nuance. Mais en tout cas, pour moi, c'était un comportement boulimique. Ça m'arrivait assez souvent. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des problèmes avec mon apparence. Enfin, je me rappelle, j'avais genre 7-8 ans et je montais sur la balance genre une fois par jour, je pense au moins. Et c'était vraiment un truc... Tu sais, à 7-8 ans, tu te dis, putain, j'ai pris 1 kilo, j'ai pris 1 kilo, j'ai pris 1 kilo, j'ai pris 1 kilo, je suis une grosse vache, etc. etc. Et c'est hyper chaud en fait de se dire qu'à 7-8 ans, je savais déjà en fait à quel point en tant que fille, mon apparence jouait beaucoup sur la manière dont on allait me traiter et que en fait toute ma valeur en tant que personne résidait dans mon poids en fait. Sauf que bah j'ai jamais été une fille hyper mince, j'ai jamais fait... je pense que j'ai jamais fait un 36, je ferai sûrement jamais un 36. Et puis ouais, j'étais une petite fille noire en fait. J'avais les cheveux courts en plus. Je pense qu'il y a tout ça en fait que j'avais pas guéri, j'avais pas soigné en fait. Puis rajouter au fait que bah je suis dans ma vingtaine, même depuis la puberté, c'est l'âge où bah voilà, tu commences à connaître les garçons, etc. Et en fait, bah, toutes mes copines elles recevaient beaucoup d'attention des gars, et moi c'était pas forcément mon cas. C'est pas que j'agirais pas, mais en fait c'était soit on me voyait pas,
soit j'étais qu'un objet sexuel. Et alors que dans le même temps, moi mes copines c'était ah on m'a invité au restaurant, ou ah ils m'ont emmené je sais pas à la Tour Eiffel, ou ah ils m'ont emmené ah il y a un mec ça fait 3 mois il me court après, il veut pas lâcher l'affaire, etc. Et toi tu te dis moi il y a rien de tout ça qui m'arrive, je comprends pas, c'est parce que je suis grosse, c'est parce que je suis moche, parce que je suis trop foncée, c'est parce que je sais pas, ah non non. En tout cas c'est toutes ces pensées là qui me sont passées par la tête. Et c'est difficile en fait parce que même si je suis quelqu'un d'intelligent, même si je reconnais tous les mécanismes du patriarcat, je suis tombée directement dedans en fait. C'était que ma valeur dépend de la manière dont les hommes me voient ou s'ils me voient tout court. Et puis il y avait aussi le fait que je doutais en permanence de mes capacités intellectuelles. Enfin genre, je pensais sincèrement que j'étais débile. Je pensais sincèrement que je n'étais pas intelligente. Ce qui est absolument faux. Je vais dire, j'ai sauté une classe. Ok, c'était le CE1, mais j'ai quand même sauté une classe. Pas tout le monde qui saute des classes. J'ai pu rentrer dans une école prestigieuse. J'ai pu en sortir de cette école prestigieuse diplômée, récemment d'ailleurs. J'ai fait plein de choses. Je suis hyper talentueuse. Je suis quelqu'un quoi. C'est pas de l'arrogance de dire ça, mais c'est un fait. Je suis quelqu'un. Je fais plein de choses. Je mène des projets. Je peux parler de n'importe quel sujet. Je sais pas en fait. Je suis intelligente. Merde, je suis quelqu'un. Mais à l'époque, et je pense que c'est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur, j'étais persuadée que j'étais débile. Il y a eu cet événement qui, je pense, a finalisé en fait ce cocktail explosif. Qui a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je me détestais. Et je suis quelqu'un qui déteste personne. En fait, ça le pire. Je suis quelqu'un qui déteste personne. Si je t'aime pas, je suis complètement indifférente à ton existence. Genre vraiment. C'est même pas que t'es mort pour moi, c'est que je n'existe même pas en fait. C'est comme si ta mère ne t'avait pas fait en fait. Mais par contre, la haine que j'avais pour moi-même, mais purée, on dirait que je m'étais volé mon gars en fait, ou que je sais pas, j'ai tué quelqu'un de ma famille. Et je me suis rendu compte à quel point ça faisait tellement longtemps que je me sentais comme ça, et que ça me bouffait de l'intérieur. Et je sais pas comment expliquer, mais ce jour-là où je me suis rendu compte que vraiment ça allait pas du tout, que vraiment il y avait des problèmes qui duraient depuis bien trop longtemps et que c'était pas des déprimes, c'était pas des phases. Ce jour-là, en fait, je sais pas comment expliquer, mais il s'est passé cet événement-là et j'ai tellement pleuré que physiquement, en fait, j'avais mal. Physiquement, j'avais mal. Et là, je me suis dit, c'est la première fois que je ressens ça et j'espère que c'est la dernière fois parce que là, je pense qu'il est en train de se passer un truc. Anaïs est en train de t'enfoncer dans un trou. Il faut absolument que t'en sortes. Et franchement, merci moi-même parce que je sais pas où j'en serais aujourd'hui si j'avais pas eu ce déclic là de me dire faut que je demande de l'aide parce que là on n'en peut plus, on doit se faire aider parce que je pense que en vrai j'ai pensé à me faire du mal et je parle pas forcément de suicide mais j'ai pensé à me faire du mal et je me suis dit le simple fait que cette pensée t'ait traversé l'esprit, il faut absolument que tu demandes de l'aide maintenant avant de laisser ça s'empirer. Mais je pense aussi que je me suis fait avoir par moi-même parce que j'étais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un d'ailleurs qui... je fonctionnais en fait, même si j'allais pas bien. Je fonctionnais, j'étais hyper productive, je faisais plein de choses, je menais plein de projets, j'accomplis plein de trucs. Et pourtant, je manquais de confiance en moi, j'avais une très mauvaise image de moi, je me détestais, je doutais de mes capacités intellectuelles. Mais je fonctionnais. En fait, quelques mois auparavant, il y avait une fille qui avait fait circuler une liste de psychologues. J'aime pas le terme racisé, mais des psychologues racisés, des femmes d'ailleurs. Elle avait fait tourner ça sur Twitter et j'avais récupéré cette liste. Et donc en fait, je me suis servi de ça pour trouver ma psychologue. Et donc d'abord bien évidemment j'ai contacté les psychologues noirs de la liste. Sauf que c'était soit trop cher, soit elle me répondait pas, soit c'était trop long.
Donc c'était TED. Et, du coup j'ai contacté des psychologues maghrébines parce que même si on n'a pas la même couleur de peau, je me suis dit bah en vrai nos expériences sont similaires, donc elle peut quand même comprendre ce par quoi je suis passée. Et j'avais raison. Et donc j'ai fait un petit peu mes recherches sur leur méthode de travail. Et donc je suis tombée sur ma psychologue actuelle. Sa méthode de travail, c'est de passer par la thérapie des schémas. En fait, la thérapie des schémas, c'est quelque chose qui a été théorisé par Jeffrey Young. Je vous incite vivement à lire des articles dessus puisque c'est vraiment intéressant. Et en fait, les schémas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des préjugés, des croyances, en fait, qui ont des impacts sur nos comportements, sur la manière dont on pense, la manière dont on se voit. Et en fait, ça nous empêche de nous voir objectivement tel qu'on est. Et c'est des choses en fait qu'on a intériorisées étant enfant, étant adolescent. Et qui nous conditionnent en fait en tant que la thérapie des schémas, c'est de passer en fait par d'aller identifier, d'aller chercher ces préjugés, ces croyances, ces pensées souvent négatives et de les confronter au réel en fait. On a entamé tout ce travail de déconstruction, de confrontation avec le réel et en vrai, là où moi j'ai un peu de chance, c'est que je suis hyper lucide dans mes interactions avec les autres, dans mes réactions avec mon environnement. Je suis hyper lucide par rapport à mes pensées, je sais ce que je pense. Enfin, j'arrive à identifier en fait que mes pensées sont négatives, c'est juste que je sais pas comment m'en sortir. Et ça demande tellement d'énergie, surtout au début. Ça me demandait tellement d'énergie. En fait, j'étais fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée au début. Parce que, en fait, mentalement, tu passes ta journée à réfléchir. Tu passes ta journée dès que tu sens en fait ta pensée négative, immédiatement en fait tu dois refaire le travail qui a été fait en séance, de confronter ta pensée négative au réel. Et le truc c'est que ta pensée négative, tes préjugés, tes croyances, c'est pas un truc qui arrive une fois dans la journée. C'est un truc, pendant 10 minutes en fait tu dois rester dessus parce que en fait t'as grandi, ça fait partie de toi, t'as grandi avec, tu t'es construit sur ça en fait. Et c'est tellement fatigant, ça demande tellement d'énergie. T'es en perpétuel combat contre toi-même. T'es en perpétuel combat, t'es tout le temps en train de lutter. Et genre vraiment le mot combat, c'est le mot le plus pertinent que je puisse trouver parce que c'est exactement ça. T'es en perpétuel combat contre toi-même pour lutter contre tes préjugés, pour lutter contre tes croyances. Et après, bien sûr, la psychologue, elle est là. En tout cas, elle est là pour m'accompagner, pour m'aider, pour me donner des outils. Et au fur et à mesure, ça devient plus facile. Au fur et à mesure que tu accumules du bagage, ça devient plus facile de lutter. Ça veut pas dire que la lutte s'arrête. Je pense que je serai en lutte toute ma vie. Mais ça devient plus facile de confronter mes croyances au réel, de lutter contre mes schémas. Je pense que sans la thérapie, j'aurais jamais pu faire ça. Franchement, je suis hyper reconnaissante aussi de cette personne. Je suis hyper reconnaissante de l'avoir trouvée. Parce qu'elle m'a vraiment été une grande aide. Et des fois, genre, il m'arrive des trucs. Et je sais que j'ai répondu de la meilleure manière à ces situations-là. Et je me dis, purée, j'ai trop hâte d'être à la prochaine séance et de pouvoir lui raconter en fait. Alors, si vous avez décidé de suivre une thérapie ou si vous vous posez des questions, que vous êtes un petit peu dans le doute, quelques conseils pour vous. Conseil numéro 1. Trouvez un psychologue qui vous ressemble culturellement, en termes de genre, etc. Trouver un psychologue qui vous ressemble, c'est hyper important parce que déjà, s'ouvrir, parler de ses pensées les plus intimes, de ses pensées dont on a le plus honte, c'est hyper difficile. Et même si c'est un inconnu, c'est quand même difficile de se mettre à nu en fait. Et je pense que y a aussi le fait que t'as pas envie de passer ta séance à expliquer
certaines parties de toi, en fait, certaines parties de ta culture, de ton environnement qui ont directement eu un impact sur toi et qui font qu'aujourd'hui tu es en face de ta psychologue. En fait, le rôle d'un psychologue, c'est de comprendre. De toute façon, c'est de comprendre et d'écouter. Mais un psychologue blanc, bah, il aura du mal, je sais pas, à comprendre peut-être des choses comme un truc bête, hein, mais comme le mauvais œil et le fait que tu aies du mal à faire confiance aux gens. Truc tout bête. Peut-être pour lui, ça va relever du folklorique. Mon psychologue, c'est une personne cis. Et cis et hétéro en plus. Et toi, bah, je sais pas, je fais partie de la communauté LGBTQIA+. Bah, en fait, il y a certaines expériences par lesquelles toi, tu es passé que ton psychologue ne va pas comprendre. Après... bien sûr, tu peux pas non plus. C'est pas comme si tu construisais ton ours. Enfin, tu peux pas construire ton psychologue idéal. Mais c'est hyper important de trouver un psychologue qui te ressemble le plus possible. Ça va faciliter ton processus. En fait, ça va faciliter l'analyse de ton psychologue aussi. Et il pourra plus facilement et de manière plus précise te donner ces analyses et te donner des outils en fait pour régler tes problèmes. Hyper important parce que en fait tu vas pas payer ta séance ultra chère. Je reviendrai sur les coûts après parce que ça coûte hyper cher. Tu vas pas payer ta séance hyper chère pour éduquer ton psy en fait. De un, c'est pas ton rôle. Et tu suis pas une thérapie pour éduquer les gens. Enfin, t'es pas professeur des écoles en fait. Sauf si t'es professeur des écoles, mais auquel cas tu n'es plus au travail, donc tu vas dans ta séance, c'est juste pour parler et qu'on te dise comment tu peux régler tes problèmes. Donc ouais, hyper important, trouvez-vous un psychologue qui vous ressemble au maximum. Ou en tout cas, trouvez un psychologue qui soit expert dans ces questions-là. Et moi, par exemple, ma psy... je me rappelle que j'avais lu un article sur elle l'année dernière et je crois qu'elle a genre 2 ans de plus que moi, même pas. Donc déjà elle est jeune, c'est une femme, c'est une banlieusarde en plus, ça j'ai pas fait exprès. Et c'est une enfant d'immigrés aussi, donc du coup, bah en fait il y a plein... En fait j'ai rien besoin de lui expliquer. Quand je lui parle de la manière dont je me sens de ne pas en fait... rentrer dans les codes de beauté européens, ben en fait ces réponses elles sont hyper pertinentes en fait par rapport à ça, ou même par rapport aux études, ou enfin bref tout ce qui a un rapport avec ma condition de femme noire de banlieue en plus, bah elle est hyper pertinente, elle est hyper précise sur ces choses là, et je pense que c'est du fait aussi que bah elle me ressemble en fait, donc elle est peut-être passée par ces mêmes choses, et elle est peut-être entourée de gens qui sont passés par ces mêmes choses là, et donc c'est plus facile pour elle de me donner des réponses, des analyses hyper objectives et hyper précises. Conseil numéro 2. Je dis pas d'identifier de manière hyper précise tous tes traumatismes, tout ce qui va pas chez toi, mais de savoir en fait pourquoi tu y vas. Parce que la première question qu'on va te poser, la première séance, la première question, elle va te dire bonjour, pourquoi vous êtes là, tout simplement en fait. Et si t'arrives là et tu dis je sais pas, je vais juste pas bien, elle pourra pas t'aider en fait. Il faut que toi en amont tu saches pourquoi tu vas pas bien ou qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas bien. En fait, ne vous dites pas je vais m'asseoir sur le sofa, je vais parler et elle va me dire quoi faire. En fait, ça marche pas du tout comme ça. Le travail, c'est vous qui le faites et le psychologue, il est juste là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous aider. Mais le travail, c'est vous qui le faites. Truc tout bête, hein, mais moi, par exemple, ma psychologue, elle me donne des devoirs à faire. Elle me donne des exercices à faire entre chaque séance. En fait, ça me force à être continuellement au travail. C'est-à-dire que mon travail ne se limite pas à mes séances. Donc entre mes séances, moi toute seule, je mets en place
ce que j'ai appris avec ma psychologue. Et surtout, c'est important parce que le but en fait à la fin c'est de plus avoir besoin de thérapie en fait. Le but c'est de pouvoir être indépendant tout court, d'être indépendant de sa psychologue, mais être indépendant en fait tout court. Conseil numéro 4. En fait, ça sert à rien de commencer une thérapie si vous ne dites pas tout. Maintenant, je consens que c'est hyper difficile. Il y a des pensées inavouables qu'on peut même pas s'avouer à soi-même. Mais c'est hyper important de les dire parce que ça va aider en fait à guérir tout simplement, à avancer et même truc hyper... je vais passer pour une panse, mais en vrai, rentabiliser votre séance, en fait, ça coûte super cher. J'imagine, tu payes super cher ta séance et tu dis pas tout à ta psy. Non, mais non, je peux pas faire ça. Donc, c'est hyper important de... En fait, au fur et à mesure, de toute façon, vous allez apprendre à être vulnérable. Vous allez être à l'aise avec le fait d'être vulnérable. Donc ouais, genre juste lâcher prise, en fait, à chaque fois, je dis elle, puisque ma psychologue, c'est une femme, mais... Le psychologue, en fait, il est là pour vous écouter sans vous juger, en fait. Donc, c'est le meilleur moment. C'est la meilleure personne avec laquelle vous pouvez être complètement libre et complètement à l'aise avec le fait de lui dire tout ce qui vous passe par la tête et de lui dire tout ce que vous ne pouvez pas dire à un proche, par exemple. Conseil numéro 5. C'est long, une thérapie. C'est hyper long, une thérapie. Ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en 2 semaines. C'est pas parce que vous avez fait 3 séances et que vous sentez que vous allez mieux, que ça y est, c'est réglé. Non. Une thérapie, ça se fait pas... Enfin, je sais pas, je passe pas ton... Non, j'allais dire, je passe pas ton permis en un mois, mais en vrai, si, c'est possible. Mais je veux dire, une thérapie, ça prend du temps. Donc c'est pas parce que ça fait je sais pas 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes en thérapie que vous n'avez pas avancé, pas du tout. C'est juste que ça prend du temps, c'est comme ça. Pour certains ça prend plus de temps, pour d'autres ça prend moins de temps. Et puis on parle quand même en fait d'un changement hyper profond. C'est une transformation vraiment de soi. J'ai l'impression d'utiliser des mots de gourou, mais non, c'est vraiment une transformation de soi et ça prend du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est long. Ayez en tête que c'est long. Conseil numéro 6. C'est plutôt une remarque qu'un conseil, mais je l'ai mentionné, je pense, au cours de la vidéo, c'est que la thérapie, c'est un privilège. C'est un privilège tout simplement parce que ça coûte cher. Ça coûte ultra cher, les séances peuvent aller de 50 à 150, peut-être plus, ça dépend des personnes. Ça coûte ultra cher, en plus les séances au début sont rapprochées, c'est toutes les semaines. Donc tu te retrouves à payer, je sais pas, 50, 60, 70, 80, 150 euros par semaine au début. Franchement, en plus en général quand on est jeune on n'a pas forcément les moyens. Donc vraiment c'est un privilège, c'est un privilège, je vais le marteler, je préfère le répéter. La thérapie c'est un privilège. C'est un privilège. Il y a des mutuelles qui parfois remboursent un certain nombre de séances. Donc peut-être si vous avez des bonnes mutuelles, renseignez-vous. Après il y a des centres médico-psychologiques dans certains départements où il y a des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes, bref, toutes sortes de professionnels de la santé mentale. Et les consultations sont gratuites. Donc renseignez-vous auprès de vos centres médico-psychologiques. Ça s'appelle des CMP. Et puis aussi, un truc aussi qui peut aider et qui est gratuit, avoir un journal. Moi j'ai commencé à avoir un journal en septembre.
parce que c'était passé plein de choses et j'avais juste besoin d'écrire ce que je ressentais, ce par quoi je passais. Et ça m'aidait en fait aussi à analyser mes pensées, à y voir plus clair. Et franchement, je recommande d'avoir un journal, d'y écrire ses pensées, ce par quoi on passe, même les choses les plus sombres, les plus inavouables. Personne ne va le lire de toute façon. Et franchement, c'est vraiment une alternative qui peut être vraiment intéressante. Je sais pas si ça peut suffire à tout le monde, mais en tout cas, je sais que en tout cas, moi, ça m'aide et que ça aide beaucoup de personnes d'avoir un journal. Donc, je vous y encourage très fortement, même si vous vous sentez bien en vrai, avoir un journal, c'est cool. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo était assez claire. Parce que parfois je vais dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou qu'elle vous aura servi en tout cas à... je sais pas, qu'elle vous aura donné en tout cas des éléments de réflexion. Peut-être que ça a répondu à certaines des questions que vous avez. En tout cas, si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter. Pour le mot de la fin, parlez autour de vous, parlez à vos amis. Quand ça va pas, parlez, et même parlez, enfin vous êtes autour d'un repas, parlez de ce sujet-là. C'est hyper important qu'on s'éduque tous et qu'on essaye tous d'aller mieux en tant que dans nos communautés et pour soi et pour notre société. Et puis c'est tout, et puis j'espère vous revoir très bientôt, peut-être pour une autre vidéo. Bye!